Allez, c'est parti pour le tout premier numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. Toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous démarrons cette émission. La ville de Kinshasa, une ville qui pose beaucoup de problèmes, pas de routes, circulation extrêmement difficile, transport difficile à trouver. Et il y a encore des choses à faire et nous attendons ou nous espérons que les prochains gouverneurs qui sera élu pour diriger la ville de Kinshasa va tenter d'apporter des solutions à ces différents problèmes. C'est donc l'un des sujets qui va consacrer cette émission, l'élection des gouverneurs. Les dépôts des candidatures se poursuivent encore. Plusieurs candidatures sont déjà annoncées à Kinshasa, notamment des Okasongo. Alain Boussi, ils sont très nombreux. Vidier Chimanga, Diabanza Mwananene qui est aussi cité. On va tenter de décrypter les profils de ces différents candidats qui pensent diriger la ville de Kinshasa dans les tout prochains jours. On va revenir aussi sur les dossiers chez Ruben Okende. Le procureur général, près la Cour de cassation, avait présenté la semaine dernière les conclusions des enquêtes menées par la justice et selon ces résultats, Chérubin Okende, honorable député honoraire, ancien ministre des Transports et ancien porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, s'était suicidé. Une version des faits qui prête à confusion, une version des faits qui suscite de la curiosité, mais aussi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau de l'opinion. On va tenter de revenir sur ces dossiers, question d'apporter aussi, question d'analyser aussi ce qui a été présenté par les procureurs Firmin Vondé. Sur ces plateaux, je reçois l'initiateur du parti politique Pour l'amour du Congo. Il est de l'opposition radicale ou républicaine. Il va devoir nous le dire sur ces plateaux. Il s'appelle Jonathan Ngbele Samosenge. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en cet instant et même ceux qui nous suivront au travers des rediffusions. Merci à la population congolaise parce que c'est cette même population qui du reste est obligée aujourd'hui de subir les affres de l'imposition de suffrage qui nous avait été infligée par monsieur Nanga Junior. Merci également à toute la population de la Funa et celle de Selembao en particulier parce que c'est cette même population qui continue de nous donner confiance en nous demandant de plaider pour sa cause, d'hausser la voix pour elle, pour que le gouvernement puisse finalement décider de résoudre son problème. La route 24 qui mène vers l'UPEN aujourd'hui, pratiquement impraticable, c'est s'il faut le dire par divers axes. Nous nous posons la question si et seulement s'il faille attendre le retour du Christ pour trouver des solutions ou il faille espérer à un phénix qui naîtra descendre pour trouver la solution à nos problèmes. J'ai aimé votre introduction. Vous avez posé la question de savoir si on doit attendre le nouveau venu à la tête de la ville de Kinshasa pour avoir des solutions. Moi, j'ai dit non. Il faut plutôt attendre le nouveau venu à la tête de la République parce qu'il faut le dire, l'impulsion est menée d'en haut et les bras, les jambes ne font que répertorier ce qui est décidé d'en haut. Aujourd'hui, nous allons parler du cas du Sénégal. Je l'ai dit, en Afrique, il n'y a pas de modèle concurrente à celle du Sénégal. Le président Macky Sall a décidé de créer Dakar D. Son gouvernement s'est attelé, son ministre des Infrastructures, aujourd'hui Dakar D, est en pleine finition. Ils ont décidé d'ajouter des stades de football, ils l'ont fait. Ils ont décidé d'amener les métros, il l'a fait. Donc, les problèmes d'abord pour nous, c'est la gouvernance de M. Antoine. Cette gouvernance qui pose beaucoup de problèmes par définition, par des actes, par de méthodes qui aujourd'hui nous obligent à reculer de 1000 ans, à reculer de 10 ans en arrière, alors que il y a peu, la nation avait pris son élan pour un développement. Très bien. La ville de Kinshasa, une ville où tout est pratiquement prioritaire. Les routes n'existent pratiquement plus. Les quelques-unes qui sont encore fréquentables se trouvent dans un état de délabrement. Les infrastructures posent un sérieux problème. La sécurité, s'il faut aller secteur par secteur, d'abord par les routes, pensez-vous que la ville de Kinshasa actuellement fait encore beau vivre? Est-ce que Kinshasa à ces jours, c'est encore cette ville où quelqu'un peut se dire, bon, je peux circuler librement? Déjà, il faut dire que la ville de Kinshasa a perdu toute sa splendeur. Du départ, l'image beaucoup plus stéréotype que nous avons imprégnée depuis bientôt 10 ans. Ça, il faut le préciser. La ville de Kinshasa, jadis, c'était une ville qui tendait vers l'urbanisation.
Donc, on peinait à accepter des nouvelles constructions. Mais fort malheureusement, cette urbanisation était incontrôlée. Ça, il faut encore le préciser. Nous avons voulu avoir des maisons en hauteur, mais nous n'avons pas calculé les risques que nous courons, notamment sur les voies et moyens pour faciliter la libre circulation des eaux. Ce qui fait que l'État congolais, de mauvaise foi qu'il est, il décide finalement de octroyer des autorisations de bâtir pour des endroits non édificants, comme on dit, donc où on ne peut pas construire. Les gens aujourd'hui sur Kinshasa sont à l'aise de savoir qu'ils ont construit sous les égouts des canalisations d'eau. Les gens à Kinshasa aujourd'hui sont contents de savoir qu'ils ont construit sur les caniveaux. Et même ceux qui viennent prétendument pour travailler pour les Quinois n'ont pas implémenté la notion de nouvelle construction ou encore la notion de constructions adaptées. Parce qu'il faut le dire, une route aujourd'hui de par le monde est construite en tenant compte de 3 éléments: chaussée, caniveau et trottoir. Mais lorsque vous circulez sur Kinshasa, vous allez voir que l'on ne considère que simplement la chaussée. On oublie qu'il faut préserver les caniveaux, les trottoirs pour les piétons. Et de par le monde, d'ailleurs, les trottoirs aujourd'hui est scindé en deux, où l'on voit d'une part l'accès ou encore la circulation des hommes valides et d'autre part la circulation des hommes avec handicap. Exactement. Mais aujourd'hui, en RDC, s'il faille circuler nos routes, le matin, par exemple, j'ai pris Niangoué, vous allez constater que là, particulièrement, il n'y a pas de trottoirs adaptés. Des caniveaux pose un sérieux problème. Qui est en voie de disparition même, hein, voilà. on va le dire. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est d'ailleurs la route est pratiquement scindée en deux. Voilà. Les chauffeurs qui me conduisaient me disent, ici, là, quand il pleut, je ne viens pas. Parce que je risque de perdre mon véhicule. Il y a une année, je crois, en 2022, un ami et moi avons perdu un véhicule sur Sendoué. Et c'était pas des véhicules bas, c'était un véhicule à hauteur. Mais aujourd'hui, les grands problèmes, c'est que la ville de Kinshasa, un peu comme la République, n'a pas bénéficié des études approfondies sur la question de son plan urbanistique. Parce qu'il faut le dire, ceux que nous utilisons aujourd'hui datent d'il y a plus de 63 ans. C'est les plans nous légués par les colons. Voilà. Et maintenant que les colons sont partis, les taux de participation des populations, notamment au niveau de centre-ville ou même au niveau de la ville de Kinshasa, c'est largement développé. Donc aujourd'hui, nous sommes à plus de 8 millions d'habitants pour la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il faille maintenir ces mêmes plans urbanistiques ou il faut l'adapter ou l'étudier pour voir finalement quelles sont les nouvelles tangentes à prendre pour un développement? J'étais très content lorsqu'on a parlé de Kinmolende, je crois. Kinelenda. J'étais très content. Je me suis dit, finalement, nous allons voir les rares citoyens congolais qui s'entassent tous dans les grandes agglomérations du pays, Bandal, Kitambo, Ngaliema, Gombe. Aller rejoindre ces coins-là. Mais c'est un projet qui est resté simplement dans un discours. On a parlé de Kinelenda, on a parlé de Fachi City. Non, tout ce sont des rêves. Ce sont des rêves de personnes qui bien évidemment ont rêvé sous le coup d'escarmouches, qui bien évidemment est la boisson la plus alcoolisante actuellement. Et ils ont décidé de le pondre. Mais dans le fond, ils ne pensaient pas, ils n'imaginaient pas ça. Parce qu'il n'était pas question de faire un discours pour le gouvernement égyptien, par exemple, pour le projet de Caire 2. Ils sont allés, ils ont trouvé les lieux, ils ont commencé les travaux. C'est un peu plus d'une année que les caméras sont descendues pour dire, voilà, ici, il y aura Caire 2. Et c'était les mêmes pour la situation du Sénégal. Donc aujourd'hui, avec ce que nous vivons... Et pour ici aussi, on avait opté pour Maluku. Mais si on fait ça la réalité, Maluku aujourd'hui englobe le plus grand des étendues à espace vert. Ce qui veut dire qu'on peut bâtir, on peut construire en toute sécurité. Et là encore, on va étudier et adapter les nouvelles modes de construction. Mais lorsqu'on veut construire de ces côtés ici, on oublie qu'il y a des normes. J'étais sidéré, moi, de voir qu'au niveau de l'Enguessa, par exemple, un simple bourgmestre se décide d'autoriser les constructions et que l'on puisse démolir ce que l'État a construit. J'ai trouvé ça aberrant. Il a été arrêté et condamné. Voilà. La condamnation seule ne suffit pas. Mais pour qu'il ait le courage de poser cet acte-là, finalement, il a compris que nous sommes dans une république de bandits où il faille poser des actes et attendre si on va réagir ou pas. Si on réagit pas, ça passe. Et si on réagit, on sait comment gérer la situation après. Je ne serais pas surpris de le voir 2 ans, 3 ans après en dehors des maisons carcérales. Ça fait ça la réalité. Alors l'autre problème de Kinshasa,
c'est la sécurité. Il y a le phénomène Koulouna qui continue de battre son plein. À ce jour, il y a des quartiers qui ne sont plus fréquentables. Il y a même des gens qui ont décidé d'abandonner des maisons pour aller se réfugier ailleurs. Question de se mettre à l'abri du phénomène Koulouna. On ne peut plus circuler librement à ce jour à Kinshasa. Téléphone, sac pour femmes. On est pratiquement dans une insécurité grandissante. Alors, est-ce qu'à ces jours, la question de la sécurité à Kinshasa, ou la solution à ces problèmes, doit-elle provenir du gouvernement central ou au niveau du gouvernement provincial? On peut s'attendre à ce que le prochain gouverneur puisse mettre sur la place publique ou mettre à la portée ou à la disposition des Kinois un projet ou un programme capable de sécuriser, de nous sécuriser. Vous savez, le problème de la sécurité, elle est beaucoup plus globalisante parce que c'est au travers de la République que nous vivons les affres de l'insécurité. Aujourd'hui, à Kimpé, par exemple, il y a la terreur. Les gens peinent à circuler librement. On tue, on violente, on pille. Et si vous allez vers l'Est de la République, c'est encore plus pire. Mais la grande question ici, c'est d'ailleurs pour moi l'occasion de féliciter une fois de plus un des rares de meilleurs présidents africains, je cite Alassane Ouattara, qui pour la nomination de son gouvernement a posé des préalables. Il dit, avant que je vous nomme, présentez-moi votre plan d'action pour le portefeuille sollicité. Aujourd'hui, tous ceux qui ont été nommés comme ministres en Côte d'Ivoire, chacun est en train d'exécuter ce que lui a prévu comme plan d'action. Et ces plans d'action ont été mis en commun avec le programme de son gouvernement pour voir son exécution. Je prends le cas du ministre des Sports qui a dit que pendant les 2 premières années, il va consacrer une année pour la modernisation et la construction de nouvelles édifices sportifs pour postuler pour l'organisation d'une CAN. Et c'est ce qui est fait. Je prends le cas du ministre de l'Agriculture, Pêche et Ressources hydroélistiques. Il dit qu'il doit créer une centrale qui produira de l'énergie sans recourir aux vieilles méthodes. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait. Mais lorsqu'on arrive au Congo, vous avez des gens qui sont nommés parce qu'effectivement, ils ont lutté avec le roi fondateur. Et lorsqu'il luttait, le roi fondateur ne prenait pas soin de regarder les potentialités de tout un chacun. Il lui fallait qu'on soit violent, il lui fallait qu'on soit fort en insultes, il lui fallait qu'on soit fort en marche pour finalement être bénéficié. On a pris des diasporas qui peut-être dépourvus des connaissances, dépourvus des méthodes, ils ont été ici comme gouvernants. Je l'ai dit ailleurs et je l'ai dit ici. Si seulement on devait être sérieux avec nous-mêmes, il y a de ces personnes qui devaient à ce jour se retrouver devant le barreau. Je prends le cas de Gilbert Kankonde, ministre de l'Intérieur en son temps, c'est un monsieur à arrêter. Je prends le cas de monsieur Tengelito, ministre de l'Intérieur de la ville de Kinshasa, un monsieur à arrêter. Je prends le cas de monsieur Doli Makambo, ministre de l'Intérieur de la ville de Kinshasa, heureusement pour lui, il est encore en train d'être poursuivi, un monsieur à arrêter. On prend le dernier, Gracien Tsakala, un monsieur à arrêter, et même celui qui est venu ici, et on ajoute monsieur Peter Kazadi. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, les politiques de sécurité doivent être prises par des connaisseurs. Lorsque l'on vous donne un portefeuille, on se rend compte qu'effectivement, vous avez une certaine attitude pour résoudre ces problèmes-là. Monsieur Tengue, monsieur Kankonde, monsieur Kazadi, monsieur Asselo, toutes ces personnes avaient conscience des différents problèmes de sécurité que nous avions. Mais lorsqu'ils ont été invités au gouvernement de la République, quel a été ou quels ont été leurs apports pour résoudre ces questions d'insécurité? Personne n'a donné de manière concrète de propositions pour pallier à ces questions d'insécurité. Et aujourd'hui encore, certains sont rentrés au village pour chercher comment devenir ministre. Ils oublient qu'ils ont d'abord à réfléchir sur des potentiels portefeuilles qu'ils peuvent avoir en vue de résoudre des problèmes. Aujourd'hui, nous avons un problème d'une sécurité rapprochée. Une sécurité rapprochée, je veux dire la police de proximité. Aujourd'hui, la police de proximité au Congo est presque considérée comme adversaire de la population. Elle est presque absente parce que la population, chaque fois que menacée, crie la police, ils arrivent après les faits. C'est ça le grand problème. J'ai été surpris, la situation qui s'est produite la semaine dernière à Bandalungwa, lorsqu'on m'appelle, je me dis, ben, la police est là, on est sûr d'avoir la quiétude. Mais après, on nous dit non, les terroristes, les assaillants, ils ont parvenu à s'échapper. Je me suis dit, mais comment expliquer que la police est arrivée, mais que ces gens prennent la poudre j'allais dire poudre d'escarmouche, hein, excusez-moi, poudre d'escarpette. C'est en fait ça la réalité. Donc, la police, aujourd'hui, n'est pas très proche de la population, notamment parce que les méthodes de sécurité, nous l'avons pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que
nous utilisons des voies de localisation, par exemple. Une ville comme la ville de Kinshasa n'a pas de caméras de surveillance. Il faut déjà comprendre où nous sommes. Parce qu'avec des caméras de surveillance, on peut facilement identifier les personnes et éventuellement leur poursuivre. La ville comme la ville de Kinshasa, personne n'est identifié. Aujourd'hui, on peut arrêter Jonathan, il se présente comme Jonathan. Demain, on m'arrête, je me présente comme Gloire. Et après, demain, on m'arrête, je me présente comme Bernard. C'est en fait ça la réalité. Troisièmement, la question des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je salue la position prise par le commissaire provincial David de Kinshasa avec cette mesure de police qui interdit l'entrée au niveau du centre-ville, particulièrement de la Gombe, par les motards. Vous savez, la conduite ou encore le conduite de ces jeunes gens et même la non-maîtrise du code de la route a causé beaucoup de tort aux compatriotes congolais. Et vous pensez que mais encore, causé seulement à Gombe? J'arrive, mais encore, Gombe n'est pas j'ai pas fini. Totalité de la ville. J'ai pas fini. Vous savez, lorsqu'on prend une mesure de police, même au niveau des autres entités, on a des endroits expérimentaux. Peut-être, je ne parle pas pour lui, parce que je ne le connais même pas, je ne l'ai jamais rencontré. Peut-être pour lui, la situation de Gombe est expérimentale. Mais s'ils peuvent encore étendre, ça va être beaucoup mieux. Et s'ils peuvent s'atteler sur plusieurs autres questions. Aujourd'hui, on parle de la recrudescence des phénomènes kidnapping. Aujourd'hui, on parle de la montée en puissance des phénomènes Koulouna. C'est encore des sujets pour lesquels le commissaire divisionnaire devait s'atteler. Mais déjà, par le simple fait qu'il a accepté de mener ses combats contre le motard à la Gombe, nous l'encourageons. Mais là encore, nous appelons à la gouvernance actuelle, bien qu'elle ait des bandits, de voir dans quelle mesure du possible nous amener à pallier à cette situation. Parce qu'il faut le dire, les motos ont aidé, ont servi à un moment. Mais maintenant qu'ils n'ont plus accès, les transports va devenir compliqué. D'ailleurs, nous avons commencé l'émission en retard par ces problèmes-là. Qu'est-ce que l'État peut faire? L'État crée des situations palliatives. Il a créé Transco, mais il peine à soutenir Transco. Tantôt, c'est les carburants qui manquent. Tantôt, c'est les impayements. Tantôt, je ne sais quoi d'autre. Mais est-ce qu'il faille simplement se limiter à Transco? C'est aussi ça la grande question. Est-ce qu'il faille pas multiplier? Comme on a vu à l'époque de Mobutu, où il y avait des privés qui tenaient des grandes entreprises de transport ici et qui faisaient partenariat avec l'État congolais pour pallier à ces différentes situations. Donc, je pense que la question de la sécurité dans la République démocratique du Congo est d'abord une question d'hommes et une question de politique gouvernementale. Vous avez soulevé un point capital dans votre argumentaire. Vous évoquez le comportement de la police vis-à-vis de la population qu'elle est censée sécuriser. Alors, à ce jour, notre police est perçue comme cet élément ou cette structure qui terrorise la population. D'ailleurs, c'est un matin ou depuis hier, j'ai reçu énormément de messages de nos compatriotes de Kisenso qui alertent sur les tracasseries policières, sur des policiers qui se permettent depuis un moment d'arrêter des innocents, question de rançonner des familles. Et ils ont même prévu de manifester ce lundi, je crois dans l'avant-midi ou peut-être dans l'après-midi. Au niveau de la police, les recrutements, ça pose aussi un sérieux problème. Les anciens Koulouna sont aujourd'hui des policiers, ils sont munis d'armes, ils portent actuellement des tenues, sans suivre une formation adéquate. Par où nous devons commencer pour professionnaliser notre police? Vous savez, j'ai moi personnellement été choqué. Il y a, je crois, une année encore, j'ai suivi un député, il est élu de la Founa, bon, il était élu de la Founa, dire qu'on retrouve même dans nos services des journaliers. Ah bon? Oui. Et cette situation m'a mis mal à l'aise. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des phénomènes comme des arrestations sans cause injustifiée. Moi qui vous parle, j'ai été à la rescousse d'un jeune homme qui avait été interpellé pour excès d'amour. Oh. Vous imaginez ça un peu. Il revenait d'une fête avec sa fiancée, au coin, vers Lemba particulièrement, au coin d'une avenue. Les hommes en uniforme l'ont interpellé. Il posera la question de la carte. Il sort la carte. À la demoiselle, il sort. Il dit, mais vous ne pouvez pas vous retrouver ici à 7 heures. Il dit, non, nous revenons d'une fête. Là, je l'avance vers chez elle et puis je rentrerai chez moi. Ils ont été obligés de les conduire vers un poste de police. Avec comme infraction excès d'amour. Excès d'amour. Heureusement qu'il y a encore des OPJ qui maîtrisent la loi. Lorsqu'ils amènent au niveau du commissariat, l'OPJ qui est en train de somnoler un peu, parce que vous savez, quand on travaille de nuit, des fois, il faut essayer de fermer un peu les yeux parce que la nuit peut être longue. Lorsqu'il se réveille, il pose la question, qui sont ces gens? On lui dit non, ces gens sont venus ici parce que nous leur avons interpellé la nuit.
La nuit, parce qu'ils ont fait quoi? Ils étaient là en amoureux. On pose la question au jeune homme, quand il répond, l'OPJ pose la question à ces hommes, quelle est l'infraction pour laquelle vous les amenez ici? Il parle d'excès d'amour. L'OPJ était triste, il dit, si et seulement si j'avais le pouvoir, je vous aurais coffré. Et voyant ma présence, je me suis identifié, il a décidé de nous laisser partir. Donc, vous comprenez qu'en réalité, il y a un souci. Et deuxièmement, c'est la question de la proximité. Moi, je l'ai dit, la sécurité partout dans le monde, c'est la police de proximité. Je suis arrivé à 3 ans à Lagos. Lorsque j'atterris à l'aéroport, déjà au niveau de l'aéroport, on me donne 3 numéros. On me donne le numéro de la police, on me donne le numéro de pompier, et je crois qu'on m'a donné les numéros verts d'une société de transport. Les 3 numéros qu'on m'a donné. Je me suis vite mis à réfléchir. Je me suis dit, pourquoi ces 3 numéros? Parce que je peux connaître des problèmes, il faut que j'appelle la police. Parce qu'effectivement, je peux vouloir me déplacer. Je peux appeler cette entreprise-là, ils m'enverront un chauffeur. Et le 3e, c'est parce qu'effectivement, je peux connaître un souci. Ils viendront également m'aider. C'est en fait ça la réalité. Mais nous pouvons prendre notre micro, descendre avec en bas, poser la question de ces numéros verts, notamment pour la République. Beaucoup ne l'ont pas. Et même moi qui vous parle, je ne l'ai pas. C'est déjà là un souci de sécurité. Parce que l'insécurité, c'est un phénomène permanent. Mais il faille trouver des solutions permanentes aussi. Mais est-ce l'État congolais est beaucoup plus prompt à répondre à ces problèmes? J'ai dit non, parce qu'aujourd'hui, la question des incendies, par exemple, nous peinons à réussir à atteindre nos incendies avant des gros dégâts. Et c'est pareil avec l'insécurité. Nous peinons à résoudre nos problèmes d'insécurité avant de gros dégâts. Aujourd'hui, lorsqu'on est sur moto, on craint que l'on puisse tirer soit la perruque, qu'on puisse tirer soit votre sac à main, soit votre téléphone, simplement parce que des bandits circulent sans être inquiétés par l'État. Et lorsque l'État lui-même décide de valider ou de cautionner la bêtise des bandits, c'est-à-dire qu'en réalité, l'État est complice avec ces bandits-là. Mettre en place une police de proximité serait la solution idéale. Mais elle existe, cette Non, police non, de je ne parle pas des polices de proximité au format actuel. Je parle de police de proximité outillée et formée. Parce que, effectivement, j'allais atterrir sur la question de recrutement. Il faut le dire. Aujourd'hui, on pense que pour adhérer à des services de sécurité, il faut être un raté de la République. Et c'est ce qui est pratiquement incompréhensible avec la notion de l'efficacité. L'efficacité imprémente d'abord les niveaux. Et les niveaux s'accommodent avec l'efficacité. Lorsque l'on veut avoir de services de sécurité avec un niveau élevé, il faut avoir des gens compétents. Voilà pourquoi en son temps, sous Mobutu bien sûr, on a décidé de mettre en place ce qu'on appelait EFO Kananga. C'est pour pallier à cette situation-là. La personne qui vient, non seulement nous l'acceptons, mais nous l'envoyons aux études. Après ces études-là, nous allons juger de son aptitude à servir l'État. Parce que on peut bien commencer par être un sous-officier, mais on finira par devenir officier. Et même à devenir officier supérieur. Mais lorsqu'on devient officier supérieur, on posera la question, cet officier supérieur à quel niveau d'études? C'est en fait ça la réalité. Très bien. Mais ici aujourd'hui, on table sur des recrutements hasardeux. Parce qu'on a été Ouazalendo, parce qu'on a été mouvement d'autodéfense, on vous recrute dans l'armée. Parce qu'on a été assaillant, parce qu'on a été, on vous recrute. Et on oublie que ces gens-là mériteraient d'abord de cerner ce qu'ils ont comme amour-patrie, et ensuite les niveaux, parce que le travail dans les services exige ces doses élevées du nationalisme. Parce que lorsqu'on travaille sous serment et qu'on n'est pas nationaliste, on est voué à la désertion, on est voué à la trahison, on est voué à l'espionnage. Tracasserie policière, comment mettre fin à cette situation? Des familles sont rançonnées à ces jours, la police arrête des innocents, en lieu place de chercher des véritables colonnes. C'est des familles qui sont rançonnées, ils doivent payer 100 000, 200 000 francs comme amende afin de voir leurs enfants être libérés. Et on ne sait même pas à quoi sert cet argent. Vous savez, en son temps, lorsque le commissaire provincial de la police avait décidé de commencer à interpeller les policiers qui régulent la circulation routière, j'étais très content. Mais je me suis questionné sur l'aboutissement de ces interpellations. À ce jour, je n'ai pas suivi un procès en flagrance de tous ces roulages qui ont été interpellés. Et je crois que cette situation a concouru essentiellement à la maximisation de ces tracasseries. Parce qu'effectivement, lorsque l'on interpelle quelqu'un et que l'on arrête finalement,
pour acheminer vers une maison carcérale après une condamnation, cela servira d'exemplarité. Mais lorsqu'on interpelle et qu'après on libère, la situation perdure et personne ne sait dire effectivement nous avons répondu à ces problèmes, nous avons répondu à ces fléaux. Parce qu'effectivement, la rigueur de la loi ne s'est pas fait implémenter. Et lorsqu'on évolue encore plus loin, on se rend compte qu'effectivement, dans la régulation, déjà c'est un problème chronique de maîtrise. On implémente sur la voie publique, on implémente sur nos différents coins du pays des personnes qui ne maîtrisent pas le droit de tout un chacun de nous. La Constitution de la République me dit que j'ai la libre circulation, mais tout en respectant les lois existantes. Et si je circule calmement et que je n'ai pas violé une loi, pourquoi on m'interpelle? On ne m'interpellera pas, mais si on m'interpelle, c'est parce que j'ai violé une loi. Mais est-ce que toutes les compatriotes congolais violentent des lois? J'ai dit non. Et lorsqu'on a interpellé ces camarades-là pour excès d'amour, je me suis posé la question, quelle est la loi qui est violée pour que ces gaillards soient interpellés? C'est en fait ça la grande question. Et même au niveau de paiement de ces différentes contraventions et taxes, aussi longtemps que le service de recouvrement de recettes ne sera pas plus proche de la population, nous allons former des richards qui vont être continuellement entretenus et ne voulant jamais quitter cet état de banditisme pour faire du tort à notre population. Alors parlons cette fois-ci de cette élection des gouverneurs. Il y a des candidatures qui sont déjà annoncées, certaines sont déjà déposées même de manière formelle. Il y a des noms qui sont cités, notamment Deoka Songo, on parle d'Alain Boussi, Boba Misso, Diabanza Mwananene. Il y a une dame dont les noms m'échappent encore, je pense que c'est Mami Moujani, c'est la seule femme d'ailleurs à pouvoir déposer sa candidature au poste de gouverneur de Kinshasa. Avoir ces différents profils, est-ce qu'on peut espérer une ville de Kinshasa meilleure? Vous savez, je suis surpris de par le nom que vous citez, même de personnes qui doivent à la République. J'ai oublié aussi. Même de personnes qui doivent à la République des explications. Aujourd'hui, c'est point pour être candidat gouverneur. Qui doit des explications à la République. Voilà. C'est en fait ça la réalité. Bon. Je me suis questionné sur le profil d'un bon candidat gouverneur pour la ville de Kinshasa. Vous savez, la ville de Kinshasa aujourd'hui, au vu de multiples problèmes qu'elle connaît, il faille que nous puissions trouver un technocrate. Ailleurs, on parle de manière du travail, de gens qui ont tout à faire pour que les... On a connu un gouvernement des technocrates dans ces pays, non. Et les Congos n'étaient pas devenus comparables à la France. Mais nous avons une situation macroéconomique stable. Nous avons eu de nouvelles politiques publiques mises en place, notamment la question de la bancarisation de la paye des fonctionnaires. Nous avons eu l'amélioration de la gestion plutôt du taux d'échange qui est resté pérenne pendant plus de 2 ans. Vous voulez que je continue? Je me limite là parce qu'effectivement, les technocrates, ce sont des personnes qui sont habilitées à la meilleure gouvernance. Et je te signale que parmi ces technocrates, il y a des ceux qui sont poursuivis pour vol. Aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Et d'autres sont poursuivis également pour vol. Vous savez, et détournement. Vous savez, la technocratie est d'abord l'idéal d'une meilleure gouvernance qui est implémentée par les personnes qui les sont. Aujourd'hui, ils peuvent aller vers les citoyens Tshisekedi, mais est-ce que les citoyens Tshisekedi sont technocrates? C'est ça le problème. Et s'il n'est pas technocrate, il va asphyxier les technocrates qui vont l'entourer. C'est ça le grand problème. Parce que lui-même n'aime pas trop le travail. Ah bon? Oui. Il vous l'a dit? Oui. Le pays est sous agression, mais il est dans le voyage. Est-ce qu'on peut nous expliquer ça? Nous n'avons pas un gouvernement de la République. Ce n'est pas des voyages touristiques. Des voyages qui n'ont rapporté rien pendant 5 ans antérieurs à l'État. Combien nous avons gagné en termes d'argent et combien nous avons dépensé en termes d'argent? C'est juste une question. Combien nous avons gagné en termes de gains de politique et combien nous avons dépensé en termes d'escorte et de cortèges qu'il faut accompagner avec. Très bien. Les profils des candidats gouverneurs. Le profil des candidats gouverneurs. Bon, j'aimerais passer par un d'entre eux. Allez-y. Déjà, je commencerai par M. Vidi Chimanga. Vous savez, au Congo, les gens confondent être mécène sportif et être acteur politique. M. Chimanga, c'est un très bon mécène sportif parce que lorsqu'il gère une équipe, au début, vous sentez qu'il sait gérer. Mais au fil du temps, c'est des problèmes. On l'a vu avec des SMP. Au départ, c'était très bon. Mais lorsqu'il est parti, on a vite découvert qu'il y avait beaucoup de cadavres sur les placards. Et je pense que ça ne fait pas de lui un très bon gouvernant.
Et même lorsqu'il était plus proche comme conseiller, nous avons vu c'est pourquoi il a été... On s'est chargé des questions stratégiques. Voilà, il a été reproché. Des appels avec des gens où il fallait discuter, je ne sais quoi. Je pense que ce n'est pas le profil parce qu'effectivement, il ne pense pas ville de Kinshasa. Et c'est d'ailleurs la caractéristique de tout le monde. Personne d'entre eux vous parle en termes de politique publique. Tous parlent en termes d'argent. Mon budget est chiffré à hauteur de... Mais personne ne vous dit que pour les infrastructures, je vais aller de 8 000 à 15 000 km de route. Personne ne vous le dit. En termes de politique, personne ne vous dit j'établirai sur la politique telle pour la sécurité. Ils tablent tous sur point d'argent. M. Vide Tshimanga est bon pour être mécène sportif, mais pas pour être gouverneur. Ça, c'est mon avis. On prend M. Déo Kassongo. Fuyant un peu, il semblerait qu'il y a peu de temps, le monsieur a gagné un marché avec la République. Il fallait tabler sur la modernisation du stade Tata Raphaël, mais qui malheureusement n'a pas pu faire ces travaux-là. Il voulait les faire gratuitement ou c'était sur base d'une subvention obtenue du gouvernement? On n'aide pas l'État parce que l'État est censé avoir tous les moyens. Là, il faut pas gober ce que Gérard vous dit, que j'ai prêté l'argent à la République. On n'aide pas la République. C'est ça le grand problème. Je ne vois pas un Congolais sérieux qui va aller aider une institution qui a plus de 14 milliards de budget. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Et je reviens sur M. Déo. Il semblerait qu'il avait un contrat avec l'État pour la modernisation du stade Tata Raphaël. Mais malheureusement, il n'a pas accompli ses travaux jusqu'à ce que le jeu de la francophonie arrive et que de justesse, il soit sauvé par la modernisation par l'État elle-même. Des personnes comme ça ne mériteraient pas de fonctions étatiques. Pourtant, et en sus... Pourtant, tout le monde sait que c'était une initiative personnelle de la fondation ou je ne sais pas moi, l'entreprise qui s'appelle Divo, dirigée par Déo Kassongo. On les prend comme ça, une initiative personnelle. Mais pourquoi ça n'a pas abouti? Parce qu'il s'est rendu compte finalement qu'il n'avait pas de moyens pour ça. Il a été contraint. Contraint à quoi? À abandonner? Exactement. L'initiative qu'il a prise de manière libre? Non, ça s'appelle de la fuite de responsabilité. Et c'est encore plus pire pour un gouvernant. De ne pas tenir ses responsabilités, c'est dangereux. Voilà pourquoi je pense que les Kinois ne méritent pas M. Kassongo. Vous reprochez concrètement quoi à Déo Kassongo? L'efficacité. Le fait pour lui. L'efficacité, la maîtrise du terrain. Pas avoir réussi à aller jusqu'à l'achèvement de la modernisation du Je parle de l'efficacité, de la maîtrise du terrain. Est-ce que M. Kassongo peut nous dire aujourd'hui quelles sont les priorités pour la vie de Kinshasa? Parce que j'ai quand même suivi. Aujourd'hui, on le dit. Il a dévoilé récemment. Il a parlé de l'assainissement, il a évoqué les transports, les infrastructures et consorts. Voilà. C'est comme je vous ai dit. Et à la fin, il vous dit, c'est chiffré à X montant. Personne ne vous dit que quand j'arriverai, je commencerai par la route de Elengesa. Bon, je les mets de côté parce qu'on l'a déjà fait. Je commencerai par Makala, par exemple. Je fais ça la réalité. Personne ne vous dit que lorsque j'arrive, je commencerai d'abord par voir la question de la sécurité. C'est déjà ça le grand problème. Donc moi, je pense que si en son temps, il n'a pas été en mesure de suivre jusqu'au bout l'initiative qu'il a prise de manière libre, c'est encore un autre problème. Et lorsque je parle de l'efficacité, oui, on nous présente Chobez comme une réussite, mais on ne nous présente pas ce qu'est vit Chobez à l'intérieur. Est-ce que les gens sont gracieusement payés là-bas ou bien payés? C'est aussi une question. Et comment on peut monter une entreprise sans toutefois avoir les moyens de payer les agents qui y travaillent? L'État congolais vous montre la CENI. Ok? Il dit va comme institution d'appui à la démocratie. L'État congolais. J'arrive. Vous n'allez pas comparer l'État congolais à une entreprise privée ou à une personne tierce. Laissez-moi évoluer. Allez-y. Voilà. L'État congolais monte la CENI, mais l'État congolais est incapable de payer. Si l'État, qui a tous les moyens, est incapable de payer, et que dire de simples privés qui dépendent de marchés qui gagnent avec l'État? Mais pourquoi vous n'encouragez pas un Congolais, un compatriote, qui a réussi dans le monde des affaires et qui s'est dit, tiens, je suis capable de mettre ou d'apporter mon expertise au profit de l'État. Lorsque vous parlez de réussite, puisse en bénéficier. Lorsque vous parlez de réussite, vous faisiez allusion à quoi? À la pub. À ces affaires. Vous savez, la réussite ne dépend pas seulement de ce que l'on voit, mais de ce que l'on constate et de ce que l'on observe. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est de la boîte peut nous dire que nous avons commencé avec X chiffre d'affaires, nous sommes à X aujourd'hui? C'est sur ce point-là qu'on parlera. Voilà. Alors, nous qui observons que de l'extérieur, il y a une belle couverture à l'extérieur, il y a un tapis rouge à l'intérieur, tout le monde va là-bas pour des activités, limitons-nous là. Parce que s'il faille entrer, peut-être que l'on découvrira des choses qui vont simplement nous contredire.
C'est en fait ça la réalité. Lorsque l'on a vu Gérard faire ces petits coins où les amoureux doivent se retrouver, on a applaudi. On a dit c'est bon, la ville a quand même des moyens pour sa propre politique. Mais après, on a vu des documents pour dire que j'ai endetté l'État. C'est en fait ça la réalité. Donc, il est aussi candidat. J'arrive à son point. J'arrive à son point. Donc, nous n'allons pas nous limiter à ce que nous voyons de l'extérieur, mais pénétrons le fond. Je pense que M. Kassongo Deyo n'est pas le profil qu'il faut pour la ville de Kinshasa. À moins que l'on m'apporte de preuves contraires de ses performances de manière concrète et lucide. Les Quinois, par ces députés provinciaux, qui d'ailleurs ne sont pas l'émanation de suffrage du peuple, ne doivent pas commettre la bêtise de voter M. Kassongo. Il a les vents en poupe. Les vents en poupe, les soutiens, oui. Il est pratiquement soutenu par l'ensemble de l'Union sacrée, on peut le dire. On voit ça et là des déclarations des partis politiques, des militants. Vous savez, au Congo aujourd'hui, avec quelques billets de banque, tu peux avoir la déclaration de tout le monde. Je vous oppose un fait simple. J'ai vu que Kassongo est en train de soudoyer tous ces gens qui font. J'ai vu la vidéo, moi là. Hein? J'ai vu la vidéo des fédéraux. En sa faveur. J'ai vu la vidéo des fédéraux qui décident de les soutenir. J'ai vu la vidéo des fédéraux qui décident de soutenir Bumba. J'ai vu la vidéo des fédéraux qui décident de soutenir Diabanza. Ça fait 3. Posons-nous la question. Les 3 politiques. Voilà. Vous allez me dire que les 3 là ont agi de manière libre. La presse qui est venue là est venue gratuite. Gratuit plutôt. C'est fait ça la grande question. Donc moi je pense que les cas Kassongo, il faut le laisser avec son histoire de choses. Il faut l'oublier. Et Moulumba Gérard. Je viens à Moulumba Gérard. Coco. Vous savez, Gérard est arrivé là parce qu'effectivement, il fallait donner à M. Ngobila un contrôleur. C'était ça la mission de Gérard, mais il n'a pas accompli. Parce que certaines personnes pensaient que M. Ngobila se faisait de l'argent et qu'il était en train d'évoluer pour représenter finalement une menace plus tard. Mais lorsqu'il arrive, il oublie que c'était ça sa mission, il tombe sur le coup des effets tape-œil. Moulumba a détruit des hangars de personnes qui s'est débrouillées à chercher comment nourrir leur famille. C'était l'initiative du gouverneur. Voilà, l'initiative de la ville. Parce qu'en réalité, on ne doit pas parler d'une politique unique, en fait. Parce qu'ils sont tous dans un même arcane pour lesquels ils accomplissent des objectifs. Il vous a révélé que le gouverneur agissait pratiquement seul. Les conseils des ministres ne se tenaient pratiquement jamais. Et toutes les décisions étaient prises de manière unidirectionnelle. Vous savez, tout ça... Il ne faisait que subir ce que décidait Ngobila. Tout ça, Mbongo nous a dit ça. Mbongo dit, j'ai fait plus d'une année, nous avons tenu que 2 réunions du conseil des ministres. Il vous dit qu'il n'a jamais été un pays, Mbongo l'a dit. Mais face à toutes ces situations-là, quelles sont les solutions que lui a proposées? Comme vice. Parce que la menace maintenant, c'est de le voir comme titulaire. Si déjà comme vice, il a constaté, mais il n'a pas proposé des solutions. Mais qu'est-ce qu'il fera lorsqu'il sera titulaire? C'est aussi ça la grande question. Mais comme vice-gouverneur, il a donné des indications qui pouvaient ou qui peuvent rassurer les Quinois. Il a fait des vidéos. En quelques heures, il n'a pas donné capé les ronds-points Hillery. Sur fond d'endettement. Est-ce qu'on peut être sérieux à ce niveau-là? Ça lui omet le geste. Non, 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 non. Pourquoi on va endetter l'État qui a des taxes et qui a de moyens de sa politique? La ville de Kinshasa a beaucoup de taxes, vous savez. Il perçoit des taxes sur les motos. Il perçoit la vignette. Il perçoit les autorisations de transport. Il perçoit, comment on appelle ça, les impôts fonciers. Il perçoit les taxes sur les différents marchés. Tous ces impôts. La vignette et consorts. Voilà. La ville de Kinshasa a beaucoup de moyens pour sa politique. Est-ce qu'aujourd'hui, un individu pris outil singulier peut se permettre d'endetter la ville pour satisfaire aux besoins de la ville? Je dis non. J'ai dit non. Donc, en réalité, il devait d'abord dire à son titulaire de mieux tabler sur le recouvrement des recettes pour financer les différentes opérations. Mais comme il fallait plaire aux yeux de tout le monde, moi, ça m'a plu hein, de voir Gambela, de voir Hillery, mais Gambela, ça m'a attristé. Gambela, c'est lui ou Ngobila? Bon, il y a cette guerre de chantier aussi. Que Gambela va désormais s'appeler Ngobila. Voilà. Il y a cette guerre de chantier, je ne sais pas si ça appartient à qui, parce que j'ai même vu Ngobila entamer les travaux de Ngouma. Je ne sais pas si c'est Ngobila. Bon, vous comprenez, il y a un grand souci de gouvernance. Des gens qui sont élus sur un même programme, mais qui exécutent des chantiers de manière parallèle. Donc moi, je pense qu'au vu de ces cacophonies que Gérard a créées, et surtout de l'excès des zèle qui l'anime dans la gestion, je ne pense pas qu'il ait le meilleur profil pour la ville de l'excès des zèle. Voilà. Lorsqu'on décide, par exemple, d'endetter la République sans passer par les conseils des ministres, c'est un excès des zèle.
Non, mais il avait reconnu déjà que les conseils des ministres n'existaient pas. Voilà, mais c'est les formalismes à accomplir. Pourquoi il n'est pas passé par cette formalité-là? Surtout qu'il il assumait l'intérim. Il est allé rencontrer le chef du quartier. C'était sur l'intérim. Pourquoi il n'a pas fait avec les ministres? C'est vraiment un souci de gouvernance. Je pense que la maîtrise des tactiques de gouvernance est un problème pour Gérard et que ça fait un handicap sérieux pour son profil. Et surtout qu'il a beaucoup d'argent. Nous préférons qu'il reste comme mécène, mais qu'il ne vient pas. Sinon, il va encore endetter la ville et ça va être la ville qui va payer au coût des intérêts. Les candidats sont nombreux. Voilà. Je vais prendre aussi celui qui sort de nulle part, Bumba, et puis je vais citer par Diabanza rapidement. Vous savez, aujourd'hui, on comprend vite que l'on peut bien se réveiller un matin dire qu'on est candidat et que l'on pense aussi être élu, et puis demain on va être élu. Qui connaît M. Daniel Bumba? Est-ce que le problème, c'est la notoriété de Daniel Bumba ou ce qu'il peut incarner comme compétence ou comme programme? Je vais vous surprendre. Lorsque l'on voulait élire Kimbuta, beaucoup n'ont pas procédé à cet exercice, mais moi je l'ai fait. J'ai fouillé sur le parcours de Kimbuta. J'ai vu que Kimbuta avait une très longue carrière comme enseignant, et pas n'importe lequel, en mathématiques. Il réfléchissait, il pensait chiffres. Et en son temps, j'ai dit, s'il ramène ses compétences d'enseignant dans la gouvernance, ça va réussir. Mais s'il amène la quinoiserie dans la gouvernance, c'est un problème. Et André ne m'a pas écouté, il a amené la quinoiserie, et le problème est là. Il y a André a amené les transports de l'État ici. Qui peut nous dire où se trouvent ces catchs-là? Plus de 2000, hein? Ils ont présenté ça à l'époque, plus de 2000. Des quêtes de luxe. Mais ils sont où aujourd'hui? Il a légué ça à Ngobila. Voilà. Voilà. La question, et là encore, qui n'est consort? Là encore, on amène un autre qui n'amène pas ses performances comme entrepreneur, mais qui amène la quinoiserie et il tue. Comme entrepreneur, Ngobila réussit, vous savez, avec ses sociétés. Mais la quinoiserie lui fait clouer sur la ville de Kinshasa. New Transkin par terre, tous ces transports en commun disparus et on ne sait où les retrouver. Parce qu'effectivement, il a tablé sur les effets tape-œil. Baron Sobacha jaune. Et c'est pareil avec M. Bumba. On ne les connaît pas. Qu'est-ce qui nous rassure qu'il a un profil idéal? Parce qu'aujourd'hui, il vient, j'ai un programme. Personne ne vous dit que j'étais. Peut-être qu'ils sont des révoqués. Peut-être qu'ils sont des gens qui n'ont jamais travaillé dans la vie. J'ai dit peut-être. Donc nous devons d'abord connaître nos différents candidats pour faire un bon choix. Donc je pense que, comme je l'ai dit pour M. Chimanga, comme je l'ai dit pour M. Moulumba, comme je l'ai dit pour M. Deo, et je l'ai dit encore pour M. Bouma, ce n'est pas un meilleur profil. Il sort de nulle part. Finalement, vous ne trouvez toujours pas un profil capable de gouverner la ville de Kinshasa. Est-ce que l'Union sacrée a à mesure de nous produire l'oiseau rare? Voilà, j'arrive à ce point-là. L'Union sacrée est difficile à nous produire l'oiseau rare. Je parle de Diabanza Monanene. C'est quand même un compatriote congolais que j'ai connu pour avoir débattu plusieurs fois avec lui et avoir eu des moments d'échange. Je vois ce qu'il pense et je comprends ce qu'il donne comme ligne directive pour un Congo qui apparaît élégant et efficace par la ville de Kinshasa. Mais un souci, est-ce que Diabanza va être soutenu par sa famille politique? Et pourquoi pas? Vous savez, aujourd'hui... L'UDPS est aujourd'hui le parti majoritaire, je pense, au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Diabanza n'est pas cousin à M. Antoine, contrairement à Moulumba. C'est quoi les rapports? Moulumba porte le même nom. On parle politique, on parle gestion du pays. Je ne vois pas déjà en son temps avec l'appartenance familiale ou tribale. Déjà en son temps, Diabanza a été candidat vice-gouverneur. Pourquoi on ne l'a pas choisi au profit de Moulumba? Est-ce que Kabouya peut nous dire aujourd'hui quels sont les critères qu'il a obligé à prendre Moulumba à l'IBS Diabanza, déjà en son temps comme vice-gouverneur? Et aujourd'hui, Diabanza dit qu'il est candidat. Pourquoi tous ces gens-là se présentent également comme candidats? Ça veut dire que ce parti-là est désordonné. Ce parti-là n'est pas structuré. Les ambitions sont légitimes. Voilà. Mais les partis ont l'obligation de les encadrer. Non, les partis ont l'obligation de les encadrer, de les orienter. Est-ce que vous savez qu'on a reporté pour le 8 à cause de l'UDPS? La CENI a évoqué la recherche de l'inclusivité. Est-ce que c'est à la CENI de chercher l'inclusivité ou c'est au parti? Parce que c'est les partis qui présentent des candidats. Les mal d'avoir de médiocres comme gouvernants, c'est ça.
C'est au parti de chercher l'inclusivité. Donc bref, Diabanza n'a pas le profil pour diriger Kinshasa. Non, Diabanza a le profil. J'ai eu échangé avec lui. Je le vois de temps en temps sur terrain. C'est pourquoi j'ai permanent avec sa base de matériel. Est-ce que vous savez que par un simple dialogue, Diabanza a réussi à gérer l'insécurité dans Matete? Moi, je suis pratiquant. Je suis un tir jaune en judo. Et je crois lui, il est de Jujutsu, je crois. Simplement par le dialogue. Par les actions de terrain, Diabanza a arrêté la construction d'une morgue dans un terrain de football. Sans être gouvernant. Il est allé voir les sportifs pour leur dire il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on oblige ces gens à stopper. Et ils ont stoppé. Vous savez que ces jeunes-là ont organisé des patrouilles nocturnes au prix de sa vie pour la sécurité à Matete. Je l'ai vu récemment en train de recueillir les doléances de la population en rapport avec les coupures intempestives de l'électricité. Voilà. Moi, je pense que c'est un bon profil. Voilà. Quand même un bon profil. Mais est-ce que son parti va les choisir au détriment du cousin? Parce que déjà en son temps, on a choisi les cousins, on l'a sacrifié. Est-ce qu'on va les choisir maintenant? Si on ne les choisit pas, c'est que la ville de Kinshasa n'aura pas un meilleur profil. Très bien. Parce que nous, l'opposition, on a dit on ne présentera pas de candidats. Comment vous allez présenter des candidats, vous qui ne disposez d'aucun député dans cette assemblée provinciale? C'est un cycle électoral. Tout le monde a le droit d'être candidat et d'être éligible. Et au vu de tout ce qu'il y a comme grégaire au niveau de l'Union sacrée, très bien. Vous ne pensez pas qu'un outsider peut aussi se prendre? Alors, au-delà de ces candidats, au-delà du profil que peut présenter chacun de ces candidats, il y a un autre problème majeur qu'il faut absolument gérer. C'est la corruption. On a vécu cela en 2018, on a vécu cela en 2011, 2006. On a décrié la corruption des candidats gouverneurs et sénateurs au profit des députés provinciaux. Ils ont monnayé les voix. En 2018, les présidents de la République avaient décidé, je pense, de surseoir l'installation du Sénat. Et cette fois, il y a la CENI qui hausse déjà le ton pour décrier la corruption. Il y a cette agence créée au niveau de la présidence, agence de lutte et de prévention contre la corruption. Est-ce qu'à ce jour, il est possible d'arrêter la corruption et que les députés puissent voter programme? Qui dénonce la corruption, c'est lui-même un corrupteur. Est-ce qu'aujourd'hui la centrale peut être correcte avec elle-même pour nous dire qui sont ces personnes-là répertoriées dans les cas qui leur sont apportés? J'ai lu les communiqués. Mais dans ces communiqués-là, on ne s'est pas donné de nom. Parce qu'effectivement, on se rend compte que l'on a créé des monstres. Des monstres qui, bien évidemment, sont là pour leurs propres intérêts. La corruption, c'est d'abord un problème d'éducation. Comment tous ces gens sont arrivés là? Certains, c'est parce qu'il avait un vieux qui est mentor, qui lui a dit que je me poserai ton nom. D'autres, parce qu'il est fils A, comme maintenant j'apprends qu'il y a ces députés qui se sont fait élire et eux et leurs enfants. D'autres, parce qu'ils ont été pur petits A. Ce sont des moyens de corruption qui leur a permis d'être là où ils sont. Mais maintenant qu'ils arrivent sans boussole ni repère, qu'est-ce qu'ils font? C'est de vouloir gagner. J'ai un compatriote congolais qui est venu de Londres. C'est d'ailleurs une dame. Il dit, je viens pour être candidat sénatrice. Je dis, ok, je vais quand même vous aider. La dame dit, non, vous êtes de l'opposition. Si vous allez avec moi, vous allez bousiller mes cartes. Je vais aller le consulter. Il consulte le premier qui lui dit, bon, je suis partant pour vous élire, mais vous avez un cachet de 100 000. 100K, c'est comme ça qu'on appelle ça, 100K pour moi. Le deuxième, il dit, bon, si vous donnez 80K, je prends. L'autre qui vient, il dit, bon, si vous donnez 50 avant, 50 après, je prends. La dame m'appelle un jeudi, elle est arrivée un dimanche. Un jeudi, il dit, maintenant que je te parle, je suis dans l'avion. Je dis, dans l'avion, oui. Je repars à Londres. Je repars. J'ai dit, pourquoi? Ces gens sont des voleurs. J'ai dit, quoi? Il dit, oui. J'ai trimé des années pour gagner un 100 000 pour payer mon premier appartement. Et quelqu'un vient me prendre 100 000 pour me donner un suffrage. Alors que j'ai des ambitions pour mon pays. Et ces gens-là ne sont pas arrivés là de même. Ils ont été parrainés par deux personnes. Mais justement, comment est-ce que la justice, voilà, est-ce que la justice est assez forte pour pouvoir mettre la main sur eux? J'ai dit non.
Parce que la justice déjà peine à nous donner la réponse de tous ces cas de dénonciation faites en son temps, en 2018, par le professeur Lozolo Bambi, par M. Bombole Itole Adam, par M. Atundu Liongo Alain. Ce sont des cas de dénonciation valides, voilà, déposés même au bureau du procureur près de la Cour de cassation. Mais pourquoi ces dénonciations n'ont pas vu des enquêtes claires? C'est malade. Mais quelle est la thérapie à apporter pour la guérir? Et est-ce que celui qui dit que la justice est malade est le meilleur médecin pour guérir cette pandémie? J'ai dit non. Il n'est même pas meilleur parce qu'il ne maîtrise ni la thérapie ni la postologie des produits administrés. Merci beaucoup. On va terminer cette émission. Un commentaire de votre part sur les dossiers Chérubin Okende. C'est député honoraire, cet ancien ministre des Transports, ancien porte-parole d'Ensemble pour la République, assassiné dans des circonstances vraiment brutales. Là, la justice vient nous donner la version des faits, ou sa version des faits après enquête. L'honorable n'a pas été assassiné, mais il s'est plutôt suicidé. Le corps sans vie qui a été découvert le 13 juillet sur l'avenue des Poids Lourds, c'était après un cas de suicide. Votre commentaire? Voilà. Vous êtes convaincu par la version des faits présentés par la justice, ou vous pensez qu'il est plus que temps de pousser encore plus loin les raisonnements, question de voir un peu clair sur cet assassinat? J'ai joint ma voix à ceux de sa famille politique, les partis Ensemble pour la République, pour rejeter en bloc les rapports. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'il y a de ces faits-là qui n'ont pas été clairement élucidés. Quoi par exemple? Cher Hervé, on ne se donne pas la vie en laissant une thèse finie. On ne se donne pas la vie à laisser une patrie, une nation. On ne se donne pas la mort, vous voulez On dire? se donne pas la mort plutôt. Une population que l'on chérit passionnément. Vous avez vu, peut-être beaucoup ne présentent plus ces images, mais je crois qu'il faut les rappeler. La campagne menée en 2018 par l'honorable Okende. Partout où il est passé, il était tellement content de battre cette campagne-là jusqu'à avoir sa victoire. Il aimait beaucoup sa nation. Il aimait beaucoup la science. Voilà pourquoi il est arrivé jusqu'à avoir une thèse. Lorsqu'on a servi la République comme ministre, lorsqu'on sert la République comme député, je ne sais pas. Quelle est la circonstance ou les circonstances qui l'obligera à se suicider? En tout cas, j'essaie de les chercher. Une famille qui chérit, une nation qu'il aime beaucoup, une population, un mandat. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Mais comme il nous est permis, de par nos lois de la République, d'exiger de contre-expertise, je soutiens ces avocats à mener ces démarches pour avoir une contre-expertise pour finalement nous aider à savoir la vérité. Comme je l'ai dit, nous sommes obligés de connaître les assassins de l'honorable Chérubin Okende. Mais pourquoi les procureurs menacent d'arrêter quiconque tenterait de commenter d'une autre manière la version des faits présentés par la justice? Il faut poser la question au procureur. Qu'est-ce qui s'est mijoté derrière? Est-ce que la menace a toujours été une meilleure solution? Ou bien la menace a pour objectif d'intimider? Si ça a pour objectif d'intimider, quelqu'un qui veut savoir la vérité, on l'intimide. C'est pour quoi faire après? Quel est le nom, le sous-entendu, le non-dit de cette intimidation-là? Très bien. On a terminé cette émission. Grand merci à vous, cher Jonathan Ngwele Samousseng, président national du Parti politique pour l'amour du Congo, opposant à M. Tshisekedi à sa mauvaise gouvernance. Vous êtes de l'opposition radicale ou de l'opposition républicaine avec Constant Moutamba? Je peux vous prouver qu'il n'y a jamais d'opposition républicaine en RDC. Comment ça? M. Moutamba à la recherche d'un positionnement, il va être ministre ou DG. Il vous l'a dit. Il est déjà député national, c'est suffisant. Comment il est devenu député national? Vous êtes sûr qu'on l'a élu? Quand est-ce qu'il est descendu dans son fief national pour battre campagne?
Et lorsqu'on élit quelqu'un, c'est pour exercer sur la casquette pour laquelle on est élu ou c'est pour changer les tendances? Il a été reçu par l'informateur pour devenir qui? Membre de la mouvance au pouvoir. Et c'est dans ses habitudes. Il a quitté les professeurs Moulania, il a quitté les FCT parce qu'il n'avait pas de portefeuille. Parce qu'on ne l'avait pas désigné comme le proclamé. Et maintenant, vous allez voir, si M. Kabouya ne lui donne pas un portefeuille ou ne donne pas une entreprise publique, il va encore quitter. Ces genres de gens dans la politique, nous n'en voulons pas. J'ai appris que c'est Jean-Marc Kaboun qui s'était opposé à l'époque à sa nomination parce qu'il avait dit que Félix Tshisekedi n'avait pas son niveau. Voilà. Bon, maintenant que Kaboun n'est plus dans l'Union sacrée, il La a première des peut-être choses- un boulevard devant lui. La première des choses à faire, c'est faire la démentie de cette vidéo-là, qui est vraie, parce que c'est une émission tournée et enregistrée. Exactement. Donc vous comprenez qu'en réalité, il ne faut même pas les citer comme le modèle de la classe politique. On a Et terminé cette l'opposition émission. restera opposition et je reste dans l'opposition. Merci beaucoup. Adolphe Mouzito, Ah oui, un autre adhérent de l'Union sacrée. Matata également. Des adhérents. Merci beaucoup. Ce sont des gens qui ne sont pas convaincus de la politique qu'ils mènent, du combat qu'ils mènent en fait, Très bien. à la quête de positionnement. Ça en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve demain mardi avec un autre invité, mais avec le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.